Merci, Monsieur le Président, et merci aussi de cette journée qui est tout à fait essentielle, dans la mesure où on est bien obligé, malheureusement, de constater que les soi-disant experts en géopolitique que l'on entend assez régulièrement dans les médias français considèrent que la géopolitique, ça consiste à porter des jugements de valeur. Ben non, la géopolitique, ça consiste à étudier les rapports de force sans porter de jugement de valeur pour dire quels sont les bons et quels sont les méchants. Parce que la réalité humaine est si complexe qu'il n'y a ni bon ni méchant. Alors, je ne rappellerai pas, parce que ce serait trop long, quels étaient les atouts de l'Ukraine pour l'URSS, et je voudrais simplement résumer 3 points. D'abord, rappeler que les populations de l'Ukraine sont des populations sur des territoires de confins, et c'est évidemment toujours le cas. Deuxièmement, rappeler comment ces populations se sont trouvées dans une période de tension dès 2014, et en fait, ce qui se passe depuis février 2022 n'est qu'un élargissement d'une guerre qui a commencé bien avant. Et enfin, de prendre les dynamiques de population. Sur le premier point, il y a toujours une carte essentielle qui montre effectivement cette fonction et l'absence de frontières naturelles de l'Ukraine, puisque vous voyez sur cette carte qu'un certain nombre de territoires actuellement ukrainiens ont été dominés par la Pologne ou la Lituanie, que d'autres ont été austro-hongrois, que d'autres ont été russes, que d'autres encore ont été tchécoslovaques, et donc en réalité, les frontières de l'Ukraine occidentale correspondent tout simplement à l'avancée de l'armée russe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je reviendrai plus tard, bien sûr, sur la question de la Crimée. Bref, des frontières soi-disant éternelles ne sont que des frontières extrêmement récentes et liées essentiellement à des conflits antérieurs. Alors cette région de l'Ukraine est effectivement une région qui va entamer un processus d'indépendance au moment de l'implosion soviétique. Et ce processus d'indépendance va être très rapide dans la mesure où les dirigeants ukrainiens vont quitter le Parti communiste assez rapidement et donc des accords vont être mis en œuvre pour que cette indépendance se réalise, ce qui va se concrétiser par exemple par le fait que la principale place de Kiev s'appelle la place de l'indépendance, et ce souci d'indépendance va être confirmé une dizaine d'années après avec la construction de la colonne de l'indépendance qui se trouve également sur cette place de l'indépendance, et vous voyez derrière le grand hôtel qui s'appelle aujourd'hui Ukraine, mais qui a porté des noms antérieurement à cette période de l'indépendance. Ce sont des photos de votre serviteur. Donc, premier élément, cette période de l'indépendance. Cette période de l'indépendance, elle conduit aussi à un droit à la mémoire d'une population meurtrie, puisqu'il ne peut pas contester, lorsqu'on étudie l'histoire, que l'Ukraine a subi donc un génocide dans les années 1930, et ce génocide dont il était interdit de parler va, depuis l'indépendance, faire l'objet d'une reconnaissance, même si cette reconnaissance est assez minorée. Pour ceux ou celles qui ont vu le monument au génocide de 1932-1933 qui se trouve à Kiev, c'est un tout petit monument. À la limite, on risque de rater compte tenu de sa petite taille, même si à côté de ce monument, on voit quelques documents complémentaires comme celui que vous voyez sur cette photo. Troisième élément, c'est la question, bien sûr, des langues. L'Ukraine était, et toujours en fait, un pays plurilinguiste, et donc ceci se retrouve à travers cette carte qui est assez récente, puisque c'est 2019,
Donc vous voyez que le nombre de régions ukrainiennes où en fait en famille on parle à la maison en russe représente à peu près la moitié des régions, avec des taux extrêmement importants de personnes parlant la langue russe. Et puis en même temps, cette carte rejoint d'autres cartes d'élections antérieures des années 1990 et du début des années 2000, avec cette opposition Est-Ouest qui s'est affirmée à plusieurs reprises. Donc clairement, nous avons donc une pluralité linguistique, mais il se trouve qu'un certain nombre de dirigeants ukrainiens ont considéré que l'unité nationale supposait d'étouffer les langues jugées minoritaires. Et donc on va avoir un certain nombre de décisions dans ce sens qui consistent à ne plus accepter les langues secondes, alors qu'il s'agisse du russe bien sûr, mais aussi d'autres langues comme le hongrois, problème sur lequel on reviendra peut-être. L'autre élément très intéressant, je trouve, dans le cas de l'Ukraine, je passe sur les aspects élections, c'est l'aspect religieux que Genberg vient de résumer rapidement, et je le ferai également. Je crois que pour bien le comprendre, il faut tout simplement prendre la photo de la cathédrale Sainte-Sophie. Que s'est-il passé à la fin donc, de l'implosion soviétique? Qu'est-ce qu'on allait faire de cette cathédrale Sainte-Sophie, qui est le plus beau monument religieux de Kiev? Est-ce qu'on allait le donner à l'église orthodoxe du patriarcat de Kiev? Est-ce qu'on allait la donner à l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou? Est-ce qu'on allait la donner à l'époque à l'église orthodoxe qui avait été créée par la diaspora ukrainienne? Est-ce qu'on allait donner voir éventuellement à l'église uniate? Et donc, face à cette impossibilité de trouver une solution, eh bien, ce qui a été décidé, c'est de ne pas attribuer la cathédrale de Sainte-Sophie, puisqu'on n'arrivait pas à faire la part des choses entre les différentes églises. Et je dois dire que, pour moi, c'est une caractéristique très importante de l'Ukraine, parce que c'est un pays qui, dès 1991, a instauré une réelle liberté religieuse, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays de l'ex-URSS. Si par exemple vous allez en Géorgie, il n'y a pas de liberté religieuse en Géorgie, alors que l'Ukraine a instauré une vraie liberté religieuse, mais qui est aussi la preuve d'une énorme pluralité religieuse qui a évidemment des importances et qui sont en même temps des églises très décentralisées. Vous l'avez vu au moment où l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou a souhaité quitter Moscou. En fait, ce sont chaque église locale, donc chaque paroisse, nous dirions en France, qui a décidé ou non de rejoindre telle ou telle hiérarchie religieuse. Donc c'est dans ce contexte qu'il fallait rappeler que nous arrivons donc aux tensions qui vont se traduire donc par le début d'une guerre civile en 2014. Tout ceci donc démarre par un certain nombre de décisions qui ont pour objet de vouloir homogénéiser une population dont j'ai résumé précédemment l'extraordinaire diversité. En particulier, il y avait une loi de 2012 qui avait donné aux langues régionales un statut évidemment inférieur à la langue ukrainienne, mais néanmoins un statut réel avec la possibilité de les utiliser. Or, en 2014, nous avons des décisions qui sont prises et qui consistent à vouloir supprimer toute possibilité d'expression administrative des langues minoritaires. Donc, et supprimer aussi un certain nombre de symboles locaux qui sont représentatifs de réalités locales, mais qui ne s'inscrivent pas dans une unité, dans une acceptation d'un universel national pour l'ensemble des Ukrainiens. Et donc tout ceci va être reçu par un certain nombre d'Ukrainiens comme une volonté, je dirais, de mise au pas, en quelque sorte, dans une logique unificatrice, méconnaissant les diversités locales, et ceci va être un élément de mécontentement significatif
notamment dans l'est du pays, et va donc participer du début de la guerre de 2014. Alors, il est vrai que cette fameuse loi de 2014 qui balaie les identités linguistiques minoritaires va donner lieu à un veto du président de l'époque, mais néanmoins le vote va être interprété comme une volonté que tous les Ukrainiens soient des clones les uns des autres, et donc ceci va déclencher une animosité, et cette animosité va bien sûr se compliquer avec la question de la Crimée. Dans la mesure où il faut rappeler non seulement que la Crimée, évidemment, appartient à la Russie, au moins depuis 1774, mais surtout que la Crimée a un rôle stratégique essentiel dans le dispositif maritime russe, à travers, bien sûr, Sébastopol, mais aussi à travers ce que signifie la possession de la Crimée en matière de zone maritime exclusive. Et surtout, l'histoire de la Crimée est l'histoire d'une république soviétique indépendante, ce qui n'est jamais rappelé, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de la guerre civile, quand la Crimée devient totalement sous la souveraineté du Moscou devenu communiste, la Crimée devient une république socialiste soviétique autonome, à l'égal des autres républiques socialistes soviétiques de l'ensemble de l'URSS. Et donc, jusqu'en 46, Staline. Oui, mais je vais y arriver, soyez quand même pas trop pressés quand même, on va pas sauter les étapes, et c'est tout à fait essentiel, effectivement. Donc, cette Crimée va faire l'objet d'une occupation allemande au moment de la Seconde Guerre mondiale, et cette occupation allemande fait penser un peu à ce qui s'est passé dans les pays baltes, où finalement les habitants de la Crimée ont supporté relativement bien cette occupation allemande, comme les Baltes, parce qu'ils ont trouvé que l'occupation allemande parfois était, comment dirais-je, moins violente que la façon dont Moscou gouvernait l'Union soviétique. Et donc c'est dans ce contexte que Staline va vouloir effectivement sanctionner les habitants de la Crimée pour leur comportement vis-à-vis de l'occupation allemande, et donc va décider premièrement de déporter en masse un certain nombre d'habitants de la Crimée, qui ont grosso modo les minorités de Crimée, parce qu'il faut se rappeler que des villes comme Sébastopol, avant la Seconde Guerre mondiale, étaient des villes totalement pluriculturelles et pluriethniques et cosmopolites. Donc en fait, une sorte de nettoyage ethnique qui va être opéré, et puis surtout va supprimer l'autonomie de la Crimée, enfin, l'autonomie dans le cadre de l'URSS, c'est-à-dire le fait de la reconnaître comme une république au même niveau que les autres républiques. Et donc va en faire un simple oblast, donc un simple département dépendant de Moscou. Enfin, nous arrivons donc en 1954 où là, Khrouchtchev donc essaie de faire en sorte de considérer qu'il faut se remémorer ou avoir un petit cadeau pour les souvenirs du rattachement de l'Ukraine à l'Empire russe. Et donc il va décider par un simple geste administratif que cette oblast de Crimée doit faire partie de l'Ukraine, ce qui ne modifie pas de façon significative la réalité, puisque l'URSS est bien sûr un pays extrêmement centralisé. Après 1954, bon, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les détails en Crimée, on constate que la population n'est pas très heureuse d'avoir été ainsi traitée par Staline, d'avoir ainsi été considérée comme une sous-population qu'il suffisait de déplacer par un geste administratif. Et effectivement, les habitants de Crimée continuent, quand ils en ont la possibilité, dans le cadre d'un régime qui est quand même assez liberticide, de considérer qu'ils méritent un statut spécifique pour leur territoire. Et donc cette demande qui s'exprime périodiquement de 54 à 91, elle va évidemment se développer dans les années suivantes, y compris à la période de l'indépendance, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'un référendum a été organisé en Crimée en 1991,
pour savoir si les habitants de ce territoire voulaient redevenir une république socialiste soviétique autonome de Crimée, et ce référendum a donné oui à 94%. Donc c'était quand même une preuve d'une envie relativement limitée de faire partie de l'Ukraine, même si, dans le cadre du processus de l'implosion soviétique, la majorité des habitants de Crimée ont souhaité l'indépendance par rapport à Moscou. C'est donc dans ce contexte qu'on va aussi avoir une organisation qui est importante et qui signifie aussi une dualité administrative entre Sébastopol, c'est-à-dire l'ouverture sur les mers chaudes, et puis tout simplement le lieu à partir duquel la marine soviétique peut assurer la sécurité des gazoducs ou des pipelines qui passent sous la mer Noire. Et donc un élément stratégique tout à fait essentiel. Donc on va avoir aussi le retour des Tatars de Crimée, mais plus important que ce retour des Tatars de Crimée, il y a surtout donc une décision je passe rapidement parce que sinon je serai trop lent, une décision donc de Staline, pardon, lapsus, une décision de Poutine qui va donc reconnaître avec un décret sur la réhabilitation des Tatars de Crimée, des Arméniens, etc. Donc c'est un point extrêmement important, parce qu'on voit bien que les Tatars revenus en Crimée ne se sont pas opposés à l'intégration de la Crimée dans la Russie, et n'ont pas pris de position anti-Moscou dans l'ensemble de ce conflit à ce jour. Donc cette reconnaissance a été tout à fait essentielle pour la situation géopolitique de la Crimée. Et donc dans ce contexte, vous voyez qu'on peut se poser une question et chacun choisira sa réponse. Donc ce qui s'est passé en Crimée en 2014, est-ce que c'est un retour de la Crimée à la Russie ou est-ce que c'est une annexion de la Crimée par la Russie? Et donc vous voyez que les deux thèses peuvent éventuellement être défendues et donc il appartient à chacun de le décider. Donc c'est dans ce contexte que nous avons cette guerre civile qui se déclenche en 2014 avec donc les résolutions de l'ONU, et clairement pour l'ONU, eh bien c'est l'annexion qui domine, au moins dans la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans ce même contexte, il faut rappeler évidemment d'autres éléments. C'est le fait que les dirigeants de l'Ukraine insistent sur le fait qu'ils souhaitent garder la Crimée, mais surtout qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre la Russie et l'Ukraine pour que la Russie puisse conserver l'usage du port de Sébastopol, puisse conserver la possibilité de faire circuler des avions militaires, par exemple de Moscou à Sébastopol, et puisse intervenir dans des eaux territoriales qui peuvent être considérées comme ukrainiennes. Ces accords ont été signés, les premiers de mémoire, en 1991, ils ont ensuite été renouvelés, mais ce que l'on constate de la part des dirigeants ukrainiens, donc dans les années 2010, ce sont des déclarations périodiques selon lesquelles ils vont remettre en question ces accords. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la volonté de dire que nous, Ukraine, nous souhaitons aussi récupérer Sébastopol. Or, il suffit de regarder une carte pour comprendre que ceci est évidemment inacceptable pour la Russie, comme ce serait inacceptable, quel que soit d'ailleurs le gouvernement russe qui serait au pouvoir. Je rappelle que les opposants à Poutine, les opposants russes à Poutine, ont tous été favorables à l'opération conduite en Crimée, qui a permis à la Crimée alors d'être annexée ou de retrouver la Russie selon ce que vous souhaitez. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut replacer de façon plus détaillée les dynamiques de population. Parce que c'est là où nous allons voir que, à mon sens, la Russie de M. Poutine, n'a pas compris un phénomène essentiel dans la mesure où il a regardé les chiffres sans analyser leur interprétation. L'Ukraine était donc un très vaste pays, le plus vaste des États d'Europe riverains de la Russie. C'était aussi
ça l'est sans doute plus le plus peuplé, mais c'est un pays qui, depuis son indépendance, connaît à la fois une dépopulation et un dépeuplement. Donc dépopulation, beaucoup plus de décès que de naissances, dépeuplement, diminution de la population. Je passe rapidement à travers donc quelques éléments. Vous voyez que non seulement la fécondité a baissé en Ukraine, mais que la fécondité en Ukraine, elle est même largement inférieure à la moyenne de l'Union européenne, de l'Europe, pardon, dont la fécondité est déjà basse. Il faut savoir que pour l'année 2021, donc avant la guerre, la fécondité en Ukraine, c'est 1,1 enfant par femme. Donc ce n'est pas avec ça, évidemment, qu'on peut renouveler une population. Et donc les conséquences, vous les voyez donc à travers ce graphique. Donc depuis 1990, chaque année, il y a plus de décès que de naissances en Ukraine. Donc le résultat de tout ceci, c'est que vous avez un fort dépeuplement, un dépeuplement donc, qui est causé d'abord par la figure que je vous montre, c'est-à-dire un excédent des décès sur les naissances, et qui est causé par un autre élément, c'est-à-dire l'émigration. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1990, l'Ukraine est un pays économiquement failli. Je rappelle simplement que lorsque nous sommes en 1990, le PIB par habitant de l'Ukraine et de la Pologne sont les mêmes. Aujourd'hui, enfin avant la guerre, le PIB par habitant de la Pologne est 3 fois supérieur à celui de l'Ukraine. Lorsque nous sommes en 1990, le PIB par habitant de l'Ukraine et de la Russie sont les mêmes. Aujourd'hui, enfin juste avant la guerre, le PIB par habitant de la Russie est le double de celui de l'Ukraine. Donc vous voyez la situation, c'est-à-dire en fait une très mauvaise gouvernance en Ukraine qui va déclencher un départ massif de population vers les pays étrangers. Alors vers quels pays étrangers? Je vous invite à regarder les chiffres de l'ONU, même si ce sont des ordres de grandeur. Vous voyez que lorsque nous regardons où sont partis les Ukrainiens, eh bien d'après l'ONU, plus de la moitié sont en fait partis en Russie. Ce qui montre très bien qu'il y a quand même un certain nombre d'héritages culturels entre ces deux pays, certains vers les États-Unis. Alors c'est vrai que ces chiffres doivent être pris avec esprit critique, puisque vous voyez que l'ONU ne met pour 2019 que 218 000 Ukrainiens en Pologne, alors qu'il suffit d'aller en Pologne pour qu'on nous il suffisait d'aller en Pologne pour qu'on nous explique qu'il y avait au moins 1 million d'Ukrainiens en Pologne, et l'histoire l'a montré. Donc le résultat de tout ceci, c'est cette évolution de la population de l'Ukraine, qui a donc près de 52 millions d'habitants au moment de son indépendance, et qui en 2021 n'en a plus que 44 environ, c'est-à-dire a perdu 8 millions d'habitants en quelques années. Et le résultat de tout ceci, c'est qu'on peut penser que, vu de Moscou, comme les Ukrainiens votaient avec leurs pieds, comme on dit, c'est-à-dire en fait, mais ce n'est pas parce qu'on vote avec ses pieds, parce qu'on est mécontent de la façon dont est gouverné son pays, qu'on n'est pourtant pas patriote. Et je pense que ça, c'est un point qui n'a pas été suffisamment considéré. Alors, parallèlement, il faut insister sur le fait que le rôle des diasporas est absolument essentiel, c'est-à-dire que dans la mesure où, d'une part, il y avait déjà des diasporas ukrainiennes avant la guerre, et que d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'accueil formidable des Polonais, c'est vrai que l'accueil des Polonais a été formidable, ça a d'abord été l'accueil des diasporas ukrainiennes en Pologne, qui ont accueilli des membres de leur famille, des frères, des cousins, des voisins, etc. Donc ce rôle des diasporas est absolument essentiel, puisque dans chaque pays d'Europe où elles sont présentes, je dirais grosso modo, elles sont présentes au prorata de ce qu'étaient les diasporas avant la guerre. Eh bien, elles jouent un rôle, évidemment, en faveur du gouvernement ukrainien aujourd'hui. Donc, en fait, nous n'avons qu'un pays qui a pris une position un peu différente, c'est tout simplement la Hongrie. Pourquoi la Hongrie? Parce que la Hongrie, eh bien, elle déplore toujours, premièrement, qu'une partie de son territoire lui a été pris en 1945 pour le mettre dans l'Ukraine. Elle déplore les lois ukrainiennes qui ont en fait mis à mal la possibilité
de transmission et d'utilisation du hongrois par les minorités hongroises en Ukraine, alors que la Hongrie a des relations absolument considérables avec l'Ukraine. Je vous invite par exemple à aller à la gare de Debrecen, la grande ville de l'Est de la Hongrie, et vous verrez au bureau de change tous ces Ukrainiens qui font la queue pour changer leur argent, ce qui est assez symbolique des lieux. Donc tout ceci nous conduit évidemment à une réflexion prospective. La réflexion prospective, elle est d'abord, si l'on regarde les chiffres, déjà avant la guerre, la projection moyenne d'habitants pour l'Ukraine était à 30 millions à l'horizon 2050. Vous voyez un pays qui serait passé de 1990 de 52 millions à 30 millions, avec évidemment un fort vieillissement de la population, donc une composition par âge très vieillie. Il est évident que la guerre, a priori, n'est pas de nature à réviser à la hausse cette projection, puisque nous avons d'une part les morts de la guerre, les conséquences de cette mortalité, les familles divisées, ce qui ne facilite pas évidemment la natalité. Et donc, à mon sens, la prospective, c'est que l'Ukraine sera un pays exempt dans toute hypothèse. C'est-à-dire qu'il gagne la guerre, qu'il perd de la guerre, le pays sera exempt et il sera davantage exempt que ce qu'était la France à la fin de la guerre 14-18, parce que pour la guerre 14-18, oui, la France avait eu 1 350 000 morts, mais n'avait été touchée par la guerre que dans ces régions orientales. Là, c'est la totalité du pays qui va être touchée évidemment par la guerre. Donc cela signifie la nécessité, à mon sens, dans l'intérêt des Ukrainiens, d'empêcher, ou du moins de faire en sorte que cette prospective se concrétise le moins possible, et donc que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, on est obligé, et je terminerai là-dessus, à se poser une question, et j'invite chacun à essayer d'y répondre: qui a intérêt à la poursuite de la guerre ?